dernier qui était très intéressant et qui est actuellement sur notre site, hein, pour les gens qui veulent le voir. Hein. Ah, Très, j'ai pas très, vu ça. très, Ah, très vous avez belle. enregistré, il est en ligne, c'est ça? Il est en ligne, il a été enregistré entièrement, il est en ligne. C'est une très, très belle approche du côté pulmonaire du Covid-21. Comme vous savez, le Covid-19, pardon. Comme vous savez que le Covid-19, Attends, là, tu es il en a train de nous dire introduit. qu'on va avoir une. Là, tu nous as dit, voilà, ça y est, ça veut dire qu'il va y avoir une vague terrible. Mais Bouchra, on ne te voit pas à l'écran pour le moment, là. Si, moi je la vois très Ah bien. bon, parfait. Alors, je suis frustré. Voilà. Non, Moi, j'ai parce 3 personnes à qu'il faut, l'écran. moi, je vous vois tous, mais comme il faut faire basculer la, tu sais, il y a un petit curseur, c'est parce que moi, si ça, on peut afficher que 4 visages et là, moi, en fonction des sélections. Moi, je vous dois tous, hein, je n'ai pas de problème pour moi. Mm. Voilà, donc si vous voulez, on va commencer. On a décidé tous ensemble au sein de Pectoris, bien entendu, de faire une série de webinaires autour du Covid-19. Bouchra Lamia a commencé jeudi dernier en s'intéressant aux poumons et les rapports Covid-19 et poumons, tout ce qu'on peut en tirer comme enseignement. Notre deuxième approche, c'est sur la thrombose et c'est le professeur Ismaël Elalami qui va parler dans très peu de temps. Nous avons prévu d'autres webinaires, notamment le prochain, ça va être Covid-19 et atteinte cérébrovasculaire, c'est-à-dire les AVC dans le Covid-19. Ça sera fait par l'équipe de la Fondation Rothschild. Ils vont nous montrer de très belles images et notamment le travail qui va être présenté jeudi 25 a fait l'objet d'une publication en juin dans la revue Stroke. Voilà, tu peux commencer quand tu veux, cher ami. Écoutez, moi je suis ravi. Moi, je vous propose de vous mettre sur mute, comme ça il n'y aura pas d'effet Larsen. Donc coupez vos micros. Et donc, si vous voulez bien, et sinon, si vous voulez voir l'ensemble en plein écran la diapositive, il faut que vous fermiez la fenêtre des webcams en cliquant sur les petites icônes en haut à gauche. Alors donc la Covid-19, parce que c'est la pneumonie Covid-19 et le risque thrombotique, moi je vous propose un voyage en 4 axes. Pourquoi il y a un tel risque thrombotique associé? Qui finalement est plus à risque de faire ces accidents thrombotiques? Quand il faut y penser et quoi faire? Vous voyez que quand on pense thrombose, surtout thrombose veineuse bien entendu, eh bien on pense à la triade de Virchow, parce que les patients qui vont thromboser en fait vont avoir essentiellement une coopération entre 3 acteurs majeurs que sont l'hypercoagulabilité, la modification même de la nature du sang qui devient particulièrement collant et gluant, une stase veineuse, autrement dit un ralentissement du flux lié effectivement à de nombreuses situations, et enfin une atteinte endothéliale puisque la paroi est lésée et cette paroi va devenir comme du papier tumouche. Alors l'état d'hypercoagulabilité est retrouvé avec l'âge. Plus on vieillit, plus on devient collant. La contraception oestroprogestative, bien entendu, les maladies auto-immunes, les infections sévères et l'inflammation sont des circonstances d'hypercoagulabilité. La stase veineuse, vous l'avez tous reconnu dans les voyages prolongés en avion, en sous-marin, en bus ou même en train, mais surtout la grossesse, bien sûr, et le postpartum, mais également l'hyperviscosité qui peut être liée à l'inflammation est une raison donc de stase veineuse, de ralentissement du flux circulatoire. L'atteinte endothéliale n'est pas en reste, puisque si elle existe dans les traumatismes, la chirurgie, les actes invasifs, on la retrouve bien sûr dans le stress oxydatif, avec cette lésion, cette pollution des cellules vasculaires qui vont se mettre à friser. Donc aujourd'hui, moi qui suis un homme de l'infiniment petit, on comprend de plus en plus la coopération intime et complexe qu'il y a entre tous les éléments figurés du sang et les éléments plasmatiques qui vont entre guillemets, s'associer pour générer ce caillot. Et donc, quand on s'intéresse à la coagulation, en fait, on est très étonné de voir que la coagulation, dès qu'elle se met en branle pour générer de la fibrine, eh bien, en fait, les facteurs de la coagulation, les sérines protéases, sont déjà en lien avec le système du complément et avec le système inflammatoire. Puisque vous voyez que le kininogène automoléculaire va générer des bradykinines et qui, elles, vont finalement faciliter à la fois l'œdème et bien sûr la réaction inflammatoire. Donc il y a une véritable relation entre coagulation et inflammation, puisque finalement les sérines protéases de la coagulation sont des stimuli
pour la réponse cellulaire et la libération de cytokines pro-inflammatoires. Et puis, au sein du compartiment vasculaire, eh bien, ces éléments comme le fibrinogène, comme les sérines protéases, la thrombine, vont contribuer à majorer les molécules adhésives au niveau du compartiment vasculaire qui va devenir vraiment comme du papier de mouche, et puis stimuler la libération des cytokines pro-inflammatoires. On a également des acteurs cellulaires et les plaquettes, vous savez, ce sont des cellules qui sont un peu chaudasses du compartiment vasculaire, elles s'excitent très vite et surtout, elles excitent les autres éléments cellulaires du compartiment vasculaire comme les leucocytes, les polynucléaires ou les monocytes. Et donc, on a, grâce à la plaquette, eh bien, une génération de thrombus, puisque la plaquette, finalement, va s'associer, vont agréger et faciliter la formation, la génération de thrombines, mais également les plaquettes vont exciter les polynucléaires qui, eux, vont eux-mêmes réagir et contribuer à l'hypercoagulabilité. Vous voyez que les polynucléaires, lorsqu'on est en situation de sepsis, eh bien, ils s'excitent, ils s'énervent un peu comme les lamas et ils vont cracher leur contenu nucléaire. Ils vont libérer comme ça des fibrilles d'ADN qui vont piéger les bactéries pour faciliter la phagocytose. Eh bien, en matière inflammatoire, on a également des pièges extravasculaires, extracellulaires et intravasculaires liés aux polynucléaires qui, cette fois, vont piéger eh bien, les plaquettes. Vous voyez que cette fois, ces nets vont être responsables de la croissance du caillot et avec une excitation plaquettaire. On comprend mieux aujourd'hui qu'en fait, ces filaments d'ADN sont associés à des protéines très toxiques qu'on appelle les histones, et ces protéines toxiques sont, elles, responsables eh bien, de la dégradation de la matrice extracellulaire, de la génération du caillot et d'une résistance à la fibrinolyse de ce caillot. Donc, on a, par ces nets d'origine polynucléaire, hein, donc leucocytaire, on a ainsi une hypercoagulabilité et une modification même de cette non-thrombogénicité du compartiment vasculaire. Donc, les cellules vont friser, elles vont exploser, elles vont libérer des microparticules qui sont des microvésicules qui sont les supports phospholipidiques de la cascade de la coagulation. Alors, je rappelle à votre souvenir que le phospholipide cellulaire, c'est un peu le ring pour favoriser eh bien, la coopération des différents facteurs de la coagulation et générer de la thrombine. Le phospholipide est à la coagulation ce que le club méditerranéen est aux relations interhumaines. C'est-à-dire qu'en fait, ça va rapidement eh bien, créer cette synergie et cet espace facilitant la génération de thrombine. Et donc, dans le compartiment vasculaire, vous avez ici figuré de manière tout à fait simple dans une réaction inflammatoire. On voit très bien que les plaquettes, quand elles sont un peu excitées, vont libérer des polyphosphates qui, eux, eh bien, vont contribuer non seulement à stimuler la cascade de la coagulation, mais également stimuler eh bien, le complément par le kininogen de poids moléculaire et les bradykinines. Donc, les polyphosphates, ce que j'ai appelé les polypathes, parce qu'en fait, ils sont à la fois capables d'activer la coagulation et de modifier la perméabilité vasculaire, mais également eh bien, de générer une pollution cellulaire avec une apoptose et une prolifération responsable ici d'hypercoagulabilité. La thrombine qui est libérée dans le compartiment vasculaire, vous savez que c'est elle, l'enzyme pétroleuse qui va fabriquer le caillot, mais en fait, elle va également exciter l'endothélium et libérer donc au niveau cellulaire, donc faciliter la synthèse de cytokines pro-inflammatoires, induire les molécules d'adhésion pour faciliter le rolling des monocytes et des plaquettes, également donc des polynucléaires sur l'endothélium particulièrement susceptibles, et activer le complément et bien sûr générer du caillot. Donc vous voyez qu'il y a une véritable, disons, collaboration intime entre tous ces éléments qui vont contribuer à générer du thrombus en situation inflammatoire. Donc plus
tu es inflammatoire, plus tu es hypercoagulable. Et donc, inflammation et coagulation est un véritable pléonasme, mais qui est issu de l'interaction de cellules et de protéines plasmatiques particulièrement complexes. Alors, le SARS-CoV-2, donc ce coronavirus de nouvelle génération, eh bien, lui, n'a pas seulement un tropisme pulmonaire et nasopharyngé, comme on l'a vu la semaine dernière avec le professeur Lamia, et également un tropisme multicellulaire, donc, qui touche aussi bien donc, les vaisseaux, le système cardiovasculaire, le cerveau, la prostate, les reins, et j'en passe. Et donc, toujours est-il que cette invasion virale est possible grâce au récepteur donc, de l'angiotensine 2, et également à d'autres récepteurs, donc ici, qui sont des récepteurs à protéase, et ces récepteurs à protéase qui vont cliver une protéine particulière, qui est la protéine S, donc, du coronavirus, et faciliter sa liaison sur ce récepteur, donc l'angiotensine 2. Et donc, quand on a ça, eh bien, on a invasion et bien sûr prolifération virale avec stimulation de la réaction inflammatoire, mobilisation des cellules, libération des cytokines, comme on l'a vu la dernière fois donc avec Bouchra. Et vous voyez qu'on retrouve dans le compartiment vasculaire eh bien, cette inflammation avec la coopération cellulaire multiple que je viens de vous décrire, et puis la génération des nets et la facilitation donc, de cette croissance thrombotique dans ce compartiment vasculaire envahi, en tout cas stimulé par les cytokines pro-inflammatoires. Si on s'était intéressé au niveau pulmonaire et au niveau alvéolaire eh bien, de ce qui se passe, donc en zoomant comme ça, et bien sûr, eh bien, le capillaire alvéolaire, on voit très bien que finalement on a une réaction inflammatoire donc intravasculaire qui bien sûr facilite la diapédèse et en tout cas l'invasion au niveau donc, de l'alvéole eh bien, de polynucléaires qui vont faciliter également la prolifération de macrophages et la libération de surfactants, d'où les difficultés respiratoires et les troubles des échanges donc gazeux, oxygène, monoxyde de carbone. Et donc, aujourd'hui, cette inflammation existe également à l'échelon donc, microcirculatoire pulmonaire et on a décrit à ce niveau-là, vous voyez ici, vous avez l'alvéole saine avec donc, le système donc, vasculaire qui est complètement respecté. Et en cas d'inflammation, eh bien, on a une modification complète de tout cet arsenal cellulaire et on voit apparaître dans finalement ce lit capillaire des microtrombies. Vous avez ici des microtrombies, vous voyez ici et là, vous les voyez, et des petites flèches noires d'ailleurs pour ceux qui préfèrent donc le black, hein, ici. Et en fait, on a une extravasation des érythrocytes et des polynucléaires avec de la fibrine dans le milieu alvéolaire. Et donc, c'est ce qu'on a appelé une véritable endothélialite, hein, une véritable vascularite pulmonaire qui est bien sûr responsable d'une thrombogénicité accrue à ce niveau-là. Et certains ont décrit et ont rapporté donc, une atteinte pulmonaire avec une véritable coagulopathie périalvéolaire pulmonaire, responsable de thrombose, mais également d'explosion et donc d'hémorragie finalement à ce niveau-là. Et c'est ce qu'on appelle le PIC. Et le PIC est rien de plus qu'une immunothrombose, une micro-thrombose au niveau alvéolaire pulmonaire, liée encore une fois à cette inflammation majeure et à cette coopération cellulaire et plasmatique. Mais l'atteinte pulmonaire est également donc, sur un système que vous connaissez tous, qui est le système donc, des artères pulmonaires, avec donc, des embolies pulmonaires, puisque à côté donc, de ce beau verre dépoli décrit la semaine dernière donc, par Bouchra, avec vous voyez, cet aspect donc, au niveau du scanner, ces zones donc, de verre dépoli ou de condensation par exemple, eh bien, on a d'authentiques embolies pulmonaires, donc segmentaires, chez ces patients. Parce qu'en fait, l'embolie pulmonaire chez ces patients, elle est plutôt périphérique et de manière assez intéressante, eh bien, elle apparaît souvent isolée plutôt qu'associée à des thromboses veineuses, disons des phlébites associées. On verra la semaine prochaine l'atteinte cardiovasculaire liée au Covid, mais ça répond exactement à la même chose. Donc, l'artère a de la veine en matière de thrombose, donc il n'y a pas de souci. L'infarctus
du myocarde est présent, la défaillance cardiaque est présente, des myocardites sont présentes. Donc, vraiment, tout cela contribue également à générer des complications cardiovasculaires qu'on retrouve chez des patients qui sont à risque cardiovasculaire, bien entendu, les hypertendus, les diabétiques ne sont pas en reste. Donc, on retiendra que cette atteinte, disons, vasculaire pluricirculatoire liée au SARS-CoV-2 et donc surtout donc, lors de la pneumonie, donc la COVID-19, eh bien, elle est bien sûr liée à l'invasion par le virus, mais surtout à un terrain particulier. Plus le malade est à risque vasculaire, eh bien, plus il sera à conséquences vasculaires. La réponse inflammatoire est bien sûr un élément fondamental qui fait le lit du caillot, et on a des troubles de l'hémostase dont je vais vous parler tout de suite qui sont responsables de cette hypercoagulabilité avec, on l'a vu, non seulement l'embolie pulmonaire, mais également donc, le PIC, la coagulopathie intrapulmonaire et au niveau microcirculatoire, et même parfois des CIVD authentiques chez ces patients. Alors, au niveau des anomalies de la coagulation qu'on a rapportées, donc vous avez ici ce papier chinois ce papier anglais qui justement fait miroir donc, aux données chinoises pour nous dire que quand on constate une augmentation des dédimères chez ces malades ou une hyperfibrinogénémie ou bien une thrombocytose réactionnelle liée à l'inflammation, ben vous voyez que vous soyez en réanimation ou en secteur médical classique, eh bien l'augmentation est finalement tout à fait similaire. Donc tout le monde a de la fièvre hypercoagulable. Mais en revanche, ceux qui vont survivre ou ceux qui vont décéder, eh bien, ont un profil évolutif qui est complètement différent. Parce que vous voyez que quand eh bien, vous avez une chute brutale du fibrinogène lors de l'évolution sur plusieurs jours de la maladie, eh bien, cette chute brutale correspond à une défibrination et à une CIVD, coagulopathie intravasculaire disséminée. Et ça, c'est très mauvais pronostic chez ces malades. Si vous vous intéressez maintenant aux dédimères, bien sûr, les dédimères donc, restent plus ou moins élevés. Et en revanche, s'ils montent et continuent à augmenter, donc cette fois, c'est des signes de pronostic péjoratif, alors qu'ils restent modérément élevés chez ceux finalement qui vont s'en sortir beaucoup mieux et qui ne vont pas décéder au cours de la COVID-19. Et si on s'intéresse à l'antithrombine, vous savez que c'est la reine des serpines, c'est cet inhibiteur physiologique majeur de la coagulation. Donc vous voyez que l'antithrombine eh bien, est là pour essayer de limiter l'incendie, c'est un véritable pompier intravasculaire, et hop, on se retrouve en déficit chez les malades qui ont finalement un pronostic engagé, donc de plus en plus mal. Donc l'antithrombine, le pompier se fait dépasser et risque bien sûr donc, de disparaître dans le feu de cet incendie hypercoagulable. Donc la CIVD, les critères de CIVD sont retrouvés, vous voyez, chez pratiquement 10% des patients qui arrivent ici, c'est d'études chinoises de Wuhan qui avaient été publiées donc, récemment. Et vous voyez que 10% des malades ont déjà une CIVD lorsqu'ils arrivent à l'hôpital. En revanche, ceux qui vont avoir une évolution donc, dramatique avec un décès, eh bien, pratiquement les 3/4 d'entre eux ont une CIVD. Et ceux qui corrigent leur CIVD, finalement, c'est un signe d'évolution plutôt favorable. Donc, la CIVD, en anglais, c'est Disseminated Intravascular Coagulopathy, mais là, ça veut dire Death is coming. Donc, la mort est proche en matière de COVID-19 et finalement de chute brutale des plaquettes, de chute du fibrinogène, de chute de l'antithrombine. Donc, tout ça fait que finalement, l'incendie est complètement dramatique et majeur. Or, chez ces malades, vous savez très bien qu'en matière inflammatoire, la protéine S et la protéine C diminuent, mais la protéine S, en fait, ce qui est pour toujours renforcer cette collaboration qu'il y a entre l'inflammation et la coagulation, la protéine S, en fait, quand elle est libérée, eh bien, cette protéine S, elle vient se fixer sur un récepteur, et ici au niveau des cellules immunocompétentes, donc notamment les macrophages, pour limiter la libération de cytokines. Et quand vous avez un déficit de protéine S, lorsque vous êtes en orage vasculaire et que la protéine S essaye de faire ce qu'elle peut avec la protéine C pour calmer l'hypercoagulabilité, eh bien, il n'y a plus de protéine S disponible pour bloquer ce récepteur et donc on a un orage cytokinique qui est d'autant plus fort. Donc, coagulation et surtout, disons, frein de la coagulation déficient égale hyperinflammation aussi.
Donc, pour résumer l'histoire, cette complexité, cette pluralité de l'hypercoagulabilité au cours de la COVID-19, elle est liée bien sûr aux caractéristiques du patient, mais également à l'inflammation majeure qu'a ce patient, à l'hypercoagulabilité qui va être le fruit d'une coopération intime entre les plaquettes, les polynucléaires, les monocytes endothélium, les nets et j'en passe. Et bien sûr, la triade de Virchow en fait n'était qu'une triade de malfaiteurs qu'on appelle une mafia et qui implique les 3 dimensions, le patient, sa pathologie et son compartiment vasculaire. Et donc tout cela contribue à, bien sûr, obstruer les vaisseaux. Donc, la thrombogénicité liée à l'infection majeure du SARS-CoV-2 ne nous étonne pas, nous, thrombologues. Ça nous paraît tout à fait logique et naturel. Donc, retenez que c'est un drame qui est en 3 dimensions, qui fait appel aux 3 C, le contexte, la clinique et le compartiment vasculaire. Si vous savez ça, vous ne ferez plus piéger, vous serez un bon profiler du risque vasculaire au cours de la COVID-19. La maladie thromboembolique veineuse, elle fait beaucoup plus mal en contexte médical qu'en contexte chirurgical, parce que souvent en médecine, les malades ont des comorbidités. Ils ont beaucoup plus de risques donc, de thrombogénicité et de risques, disons, de facteurs de risque incendiaires, et donc ça ne nous étonne pas. L'obèse, plus c'est gros, plus c'est grave. Parce que l'obèse, lui, il douille sur les 2 tableaux, à la fois artériel et veineux, avec la coopération, bien entendu, de tout ce petit monde du théâtre vasculaire qui va se retrouver facilement mobilisable. Et je vous rappelle que l'obèse, en plus, il a une hypofibrinolyse. Il a du mal à dissoudre les caillots qu'il va lui-même facilement générer. Le stress, un malade qui est hospitalisé, un malade qui est dans une situation donc, aiguë, un malade qui est en réanimation est un malade hyper stressé. Eh bien, le stress va, bien sûr, par de nombreux stimuli à la fois adrénergiques, à la fois liés à l'hémoconcentration, à l'inflammation et à la stimulation endothéliale, eh bien, le stress, qu'il soit aigu ou chronique, est un facteur d'hypercoagulabilité et d'aggravation du risque thrombotique. Quand on s'intéresse aux facteurs prédictifs de thrombose que vous retrouvez dans les scores Padua, les scores SPA-Improve, le score de Caprini, ce sont des termes que vous avez déjà rencontrés, je suis sûr. Eh bien, quand vous avez donc, les différents paramètres, vous voyez, ici il y en a pas mal, eh bien, quand on s'intéresse à ceux qui sont liés finalement à la COVID-19, vous avez l'immobilisation, vous avez l'obésité, vous avez l'inflammation, vous avez l'âge, vous avez probablement l'admission en réanimation, vous avez également donc, l'atteinte pulmonaire, vous avez la vascularite. Donc, vous voyez, vous les avez tous. Ils sont tous là pour la ça va faire mal. Donc, si vous vous intéressez à ces scores et vous voulez voir leur prédictibilité et leur intérêt donc, chez ces malades médicaux aigus, en fait, on se rend compte qu'ils n'ont pas tous la même sensibilité, mais ils n'ont pas tous la même spécificité. Et l'Improve, là, qui a cet facteur apparaît plus intéressant en termes de spécificité. Vous voyez, donc il est assez simple. Donc, qui a thrombosé, thrombosera. S'il y a une thrombophilie reconnue, facteur 5, etc., donc oui, ça fait mal. S'il y a un cancer, ça fait encore plus mal. Bref, s'il est en réanimation, donc tout ça, ça ne nous étonne pas. Donc, en gros, si vous avez un score Improve qui est supérieur à 2, vous êtes à risque de thrombose, vous êtes considéré à haut risque de thrombose. Et donc, vous devez être prophylaxé. Mais si vous avez des dédimères qui sont doublés par rapport finalement aux valeurs dites classiques, donc si vous avez des dédimères supérieurs à 1000 nanogrammes par ml, par exemple, ben ça vous permet d'identifier les patients qui sont encore plus à risque donc, prolongé, donc chez qui vous allez devoir bien sûr étendre la durée de prophylaxie. Donc, c'est une manière, finalement même, si tous les malades qui ont une COVID-19 sont des malades à haut risque thrombotique qui doivent être prophylaxés de manière systématique, c'est une manière en tout cas de réévaluer le risque à la sortie de l'hôpital, par exemple, pour savoir si votre patient conserve des facteurs de risque et si effectivement il doit bénéficier d'une couverture prolongée donc antithrombotique. Est-ce que le patient
chez ce patient qui a des dédimères augmentés. Alors, je vous rappelle que les dédimères, ça peut être très, très élevé. Hein. Ça peut monter pratiquement à plus de 20 000 chez les malades Covid-19. Donc, est-ce que les dédimères sont pertinents pour marquer finalement l'atteinte vasculaire, le risque de thrombose, surtout une embolie pulmonaire, un échec de la thérapie antithrombotique, ou alors est-ce que c'est plutôt un marqueur de la sévérité de l'infection? En fait, c'est un peu tout ça. Il n'y a pas du tout de spécificité du dédimère. Le dédimère fait un peu démerde-toi, d'accord? Et surtout, eh bien, on sait très bien qu'avec l'âge, on a des seuils qui sont modifiés, qui sont 10 fois l'âge. Et donc, aujourd'hui, avoir un patient à 1000 de dédimère alors qu'il a une Covid-19, ce n'est pas du tout, entre guillemets, inquiétant. En revanche, s'il passe de 1000 à 10 000 à 20 000 rapidement, ça peut être le signe d'un incendie croissant. Mais en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas de seuil, de valeur seuil, et ni vraiment d'idée très claire de la spécificité des dédimères dans le malade qui a une Covid-19. Alors, comment auditer le risque vasculaire si vous avez un patient qui est donc infecté par le SARS-CoV-2? Comme je vous l'ai dit, il faut que vous intéressiez au contexte, c'est-à-dire plus la maladie est sévère, plus le risque thrombotique est élevé. Vous voyez que quand vous êtes en médecine, ça va de 6 à 14% selon les cohortes rapportées. Si vous êtes en réanimation, ça va de 17, parfois même à 70% dans certaines cohortes. Et vous voyez, attention, il y a des thromboses asymptomatiques, donc c'est pratiquement 15% des malades. Donc, des fois, on découvre de manière fortuite ces thromboses chez ces malades, et parfois même des thromboses bilatérales, et notamment au niveau pulmonaire, parce que là, encore une fois, l'embolie pulmonaire est beaucoup plus fréquente que la phlébite classique. Autre axe important du risque thrombotique, c'est les facteurs liés au patient. S'il a des facteurs, bien sûr, de risque de thrombose, comme le grand âge, l'homme, le sexe masculin, l'homme est beaucoup plus susceptible que la femme en matière de thrombose. L'obésité, les antécédents de thrombose, l'immobilisation sont effectivement des facteurs aggravants. Et la coagulopathie dont je vous ai parlé, avec l'augmentation des dédimères, des signes donc de CIVD, une chute des inhibiteurs comme l'antithrombine, tout ça, ce sont des signes de risque vasculaire, bien sûr, majeur. Et donc, on ramasse ces trois dimensions-là, on secoue, ça nous fait un cocktail plus ou moins explosif du risque vasculaire. Certains ont déjà essayé d'évaluer la stratification de ce risque basée à la fois sur la sévérité de l'atteinte pulmonaire et des paramètres de l'hémostase comme les dédimères, les plaquettes et l'allongement, en tout cas l'allongement des temps de coagulation globaux qui témoignent ainsi d'une coagulopathie. Et donc, plus vous êtes donc perturbé, à la fois sur l'approche à l'imagerie et à la fois sur l'aspect de troubles de la coagulation, et plus, bien sûr, il va falloir intensifier le traitement parce que le risque vasculaire est très important. Et donc, aujourd'hui, d'autres paramètres biologiques sont en candidats à cette stratification, mais ils n'ont pas encore fait la preuve, encore une fois, de leur validité en pratique clinique. Mais qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de finalement de cette filiation maladie thromboembolique veineuse et Covid-19? Vous voyez, dans cette étude autopsique allemande, sur 12 patients qui ont été autopsiés, ils ont trouvé donc finalement 7 patients ayant des thromboses sur 12, avec des embolies pulmonaires fatales chez 4 d'entre eux, mais rien n'était suspecté, encore une fois, de la vie même des patients. Donc, c'était des embolies pulmonaires asymptomatiques et des phlébites asymptomatiques. Vous voyez, donc 7 sur 14, ça fait plus de la moitié d'entre eux. Donc, c'est quand même très, très intriguant. Quand on prend un CTC français sur 150 malades hospitalisés en réanimation, vous avez une incidence d'embolie pulmonaire qui est de 17%, malgré une thromboprophylaxie. Et vous voyez, quand vous vous intéressez aux dédimères, quand vous comparez les dédimères chez des malades qui sont Covid et qui sont en réanimation par rapport à des malades non Covid qui étaient en réanimation, qui avaient le SDRA, vous avez moins de dédimères, de manière très surprenante, encore une fois, moins de dédimères chez ces malades Covid-19 que chez les malades non Covid-19. Donc, la consommation, finalement, encore une fois, et l'hypercoagulabilité chez ces malades, n'est pas du tout facile à évaluer uniquement par le dédimère. En tout cas, retenez que, in fine,
quand vous avez une atteinte, que vous êtes hospitalisé donc, en réanimation pour une atteinte pulmonaire sévère, eh bien, le risque lié à la COVID-19 au niveau donc, veineux, il est bien sûr significativement élevé. Vous voyez que quand on stratifie les malades et qu'on fait un score de propension, eh bien, quand vous comparez SDRA non-Covid versus SDRA Covid, eh bien, vous avez 3 fois plus de risque de thrombose veineuse, 6 fois plus de risque d'embolie pulmonaire si vous êtes SARS-CoV-2 infecté, vous êtes en SDRA. Si on prend maintenant les Hollandais, donc un autre pays du fromage, eh bien, ils ont rapporté effectivement qu'avec le temps, eh bien, la thrombose apparaît chez ces malades, bien sûr, qui sont prophylaxés. Et vous voyez, vous avez pratiquement 30% de thrombose à 15 jours. Et avec pratiquement 30% d'embolie pulmonaire, surtout subsegmentaire. Donc, encore une fois, des embolies pulmonaires périphériques et pas tellement proximales. Mais quand ils ont continué à surveiller leurs malades, vous voyez qu'ils ont eu donc 60% de thrombose à 1 mois pratiquement. Et donc, plus tu continues et plus ça monte, malgré la thromboprophylaxie, et avec encore plus, donc encore une fois, 30% d'embolie pulmonaire. Donc, c'est très inquiétant. Et dans cet essai lillois, vous voyez que quand ils ont essayé d'évaluer dans leur population donc, de Covid-19 en réanimation, eh bien, les patients, et qu'ils ont comparé ça à ce qu'ils avaient donc, lors de la grippe ou chez des malades qui étaient donc en réanimation mais sans aucune infection bronchopulmonaire, eh bien, vous avez beaucoup plus d'embolie pulmonaire dans la cohorte récente du mois de février à mars, ici donc avec 21% d'embolie pulmonaire, alors qu'ils n'en avaient que 7,5% dans la grippe et qu'ils en avaient 6% dans la réanimation dite non infectieuse. Donc c'est très intéressant et encore une fois, ils ont confirmé qu'ils avaient plus d'embolies pulmonaires isolées que 77% que des embolies pulmonaires associées à des phlébites. Donc tout ça, je l'ai dit. Donc en gros, maintenant, il faut bien sûr protéger les malades, car plus l'infection est importante et plus le facteur de risque associé du patient sont nombreux et plus le risque est bien sûr patent. Et donc il faut bien sûr protéger ces malades et il faut mettre un bouclier antithrombotique chez ces patients. Alors, je vous rapporte ici les données totalement empiriques et totalement, disons, picométriques proposées par les experts du GIHP, de la SPAR. C'est bon, parce que c'est français, je vous propose au moins une base de réflexion française, où là, ils ont donc proposé, hein, c'est une proposition, ce ne sont pas des recommandations, ce sont juste des propositions. Vous voyez que les patients qui ont une infection donc, et qui sont hospitalisés, même s'ils ont besoin d'oxygène, bien entendu, ben, ces patients doivent recevoir systématiquement une prophylaxie dite standard, donc, par HBPR ou fondaparinib. Mais si ces patients ont finalement besoin d'une ventilation artificielle ou s'ils ont un facteur de risque comme l'obésité par exemple, ou des antécédents de thrombose ou éventuellement un cancer, eh bien cette fois ils proposent d'utiliser des schémas posologiques beaucoup plus élevés en proposant par exemple enoxaparine 6000 unités 2 fois par jour chez l'obèse. Et donc on est pratiquement sur de l'intermédiaire curatif. Et si maintenant le patient eh bien, a un syndrome inflammatoire très important avec plus de 8 grammes de fibrinogène ou des dédimères à plus de 3000 à l'entrée, eh bien d'emblée, uniquement sur ces critères-là, ces critères biologiques, ils vont lui proposer de toute façon une HBPM à dose curative ou une HNF, c'est une insuffisance rénale sévère, et proposer des surveillances des activités anti-DISA sur des critères qui sont des critères curatifs in fine, mais qui ne sont pas bien sûr validés. Et donc voilà, donc cette attitude-là est une attitude qui n'est pas du tout partagée par l'ensemble de la communauté scientifique, qui reste encore très très discutée et discutable. Donc si tout le monde s'accorde à traiter de manière, disons, systématique, à visée prophylactique dite standard dans tous les pays, les malades qui sont bien sûr en médecine et en réanimation,
eh bien, vous voyez que ça, c'est valable pour pratiquement 65% des experts. Quand vous voyez un consensus international qui a été publié dans le JAC donc, au mois de mars, vous voyez que certains pays, pas tous, certains pays proposent que lorsqu'il y a une obésité, cette fois, donc d'augmenter les doses, ou qu'il y a un facteur de risque comme un cancer, par exemple, c'est d'augmenter les doses, au moins des doses ni curatives. Et si vous avez des altérations biologiques avec des dédimères, un fibrinogen au plafond ou même une chute de l'antithrombine, eh bien là, paf, on passe à du curatif, même si on n'a pas du tout la certitude qu'il y ait eh bien, une thrombose évolutive. Et ça, seulement 5% des experts internationaux sont prêts à le faire, donc traiter à l'aveugle, mais ce n'est pas du tout un consensus. Alors pourquoi l'héparine? Parce que l'héparine, donc, c'est vraiment le partenaire antithrombotique de la phase aiguë. Chez ces malades qui sont souvent en situation d'instabilité majeure, avec souvent des comorbidités, on sait que les héparines ont une action anti-inflammatoire, mais récemment, on a montré que ces polysaccharides pouvaient venir bloquer la liaison du virus sur son récepteur, et donc du coup avoir une action anti-invasion virale. Ça reste encore une fois à démontrer sur le plan clinique, parce que ça c'était uniquement des données de modélisation in vitro. Et d'autre part, vous savez que l'héparine, c'est une antisérine protéase. Eh bien, je vous rappelle qu'il y a un récepteur membranaire ici qui clive la protéine S ici, spike, du virus pour faciliter son invasion. Eh bien, quand vous bloquez ce récepteur par une antisérine protéase, eh bien, du coup, vous empêchez ce clivage et vous empêchez l'invasion virale. Donc, c'est un double effet qui se coule. En tout cas, l'anticoagulation semble protéger les malades qui sont en situation d'orage vasculaire. Vous voyez que la mortalité est réduite chez ces malades qui reçoivent un anticoagulant par rapport à ceux qui ne reçoivent pas d'anticoagulant. C'était valable en Chine, c'est aussi valable ici aux États-Unis, à New York. Mais ce qui est intéressant, vous voyez qu'à New York, si on prend les malades vraiment les plus sévères qui sont en réanimation, seulement 30% d'entre eux recevaient une prophylaxie anticoagulante. Et surtout, chez ces malades, le risque d'hémorragie, il est bien plus élevé que chez les malades qui ne sont pas en réanimation. Donc, encore une fois, le risque hémorragique, il est plus faible que le risque thrombotique dans la COVID-19, mais il n'est pas à ignorer totalement chez ces patients. Et donc, encore une fois, il faut ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut prophylaxer les malades de manière prolongée, certainement, surtout s'ils sont à risque. Et donc, encore une fois, il faut évaluer ce risque et maintenir ce bouclier tant que l'ennemi est présent, tant que le patient n'est pas revenu à un état finalement d'hypercoagulabilité dit raisonnable, donc, voire même normal. Et donc, on prolonge en personnalisant cette approche pour une prévention qui soit adaptée et avisée. Vous pensez à une complication thrombotique quand le malade vous échappe, parce qu'il a une aggravation clinique inexpliquée, parce qu'il a finalement de la glu partout dans ses poumons, et donc du coup, il respire beaucoup plus mal, le pauvre. Donc, il ne s'agira pas uniquement de pousser l'oxygénation, mais il faudra certainement essayer donc, de fluidifier ce sang avec une action anti-inflammatoire et une action anticoagulante. Le traitement est classique. Quand il y a une thrombose, on utilise les héparines à visée curative. On utilise les AOD si le malade n'a pas d'interaction médicamenteuse, donc il n'est pas sous traitement antibiotique ou traitement antiviral qui passe par les PGP, par les cytochromes, car ce sont des autoroutes métaboliques pour ces médicaments. Et donc, attention aux interactions médicamenteuses et attention aux insuffisances rénales, aux insuffisances hépatiques chez ces malades. Donc, si on est en situation d'instabilité et de comorbidité et de comédication, je pense qu'il vaut mieux rester aux héparines de bas poids et ne proposer les AOD qu'en relais, lorsque toutes ces situations sont beaucoup mieux maîtrisées et beaucoup plus, disons, neutres. Donc, pour conclure, je dirais que l'héparine de bas poids, c'est vraiment, disons, le fer de lance de cette stratégie antithrombotique. Attention à la résistance à l'héparine chez ces malades hyperinflammatoires. Et donc, il faut bien sûr s'assurer qu'on a bien le cofacteur de l'héparine, l'antithrombine, qui est là présent à un taux supérieur à 70%, que l'inflammation ne va pas kidnapper votre héparine avec ses protéines cationiques et donc finalement avoir un rendement anticoagulant, antidistal qui ne soit pas satisfaisant et suffisant. Et en cas d'insuffisance rénale sévère, c'est l'héparine non fractionnée que je déteste, mais qu'on utilisera, et surtout avec un monitoring très, très précautionneux. Les AOD, c'est OK.
Mais c'est l'AOD, c'est une application quand disons l'optimisation elle est démontrée et que aujourd'hui vous n'avez pas d'interaction médicamenteuse et pas d'atteinte bien sûr rénale majeure. Et attention, car les malades qui sont en réanimation, qui seraient sous AOD, parce que encore une fois, les recommandations internationales sont chez ces malades en situation médicale aiguë et qui sont en réanimation, ne doivent pas recevoir d'AOD, parce qu'il y a un risque hémorragique qui est accru. Et ce risque hémorragique donc, sera d'autant plus accru que vous aurez des lésions induites par les nécessités d'aspiration répétées chez ces patients, avec d'authentiques ulcérations digestives qui seront bien sûr sujettes à hémorragie muqueuse. Donc franchement, ce n'est pas un cadeau que de passer à l'AOD chez ces malades en situation de vulnérabilité. Donc quand vous pensez thrombose et Covid, vous pensez thrombose and co, comorbidité, comédication, co-CROF pour l'insuffisance rénale, le contexte pour la sévérité clinique et la contagion pour protéger bien sûr le personnel et le malade si vous devez bien sûr faire des examens complémentaires pour confirmer la survenue de ces événements thrombotiques, car ce sont des complications qui sont naturellement, potentiellement associées à la COVID-19. Voilà, je vous remercie. Donc, bravo. On avait coupé les micros, mais maintenant on peut t'applaudir. Hein. Non, c'est gentil, c'est gentil. Bravo, c'était magnifique. C'était d'une clarté et d'une pédagogie rare, comme on dit. Ce qui est intéressant, bien entendu, c'était ce problème de thrombose qui nous avait alerté dès le démarrage. Moi, en médecine de ville, en cardiologie de ville, on s'est aperçu que quand on faisait des dédimères pour des raisons X et Y, dans ce cadre de Covid, entre parenthèses, qu'il y avait des dédimères qui étaient un peu élevés. Alors, je me pose la question, moi, si au démarrage, quand on a commencé à traiter les gens qui étaient porteurs de Covid-19, on ne les a pas aggravés par certaines thérapeutiques. Notamment, par exemple, quand ils étaient en réanimation, je pense qu'il y avait des problèmes de thrombose, comme tu viens de nous le montrer d'une manière excellente, des thromboses pulmonaires très, très importantes. Et je pose la question, le fait de les intuber, de les ventiler, de les mettre sur le ventre et tout ça, est-ce qu'on n'a pas aggravé ces choses-là? D'autant plus qu'au démarrage, on n'avait pas bien vu venir la thrombose. Hein. Ce sont que les réanimateurs qui se sont aperçus que ça thrombosait beaucoup dans tout ça. Et on faisait des scanners, j'allais dire nus, sans injection. Et quand tu fais un scanner nu, tu ne vois pas les thromboses. Alors, je vous pose la question à tous les deux, à Bouchra et à Ismaël. Qu'en est-il du démarrage du traitement du Covid en réanimation quand on n'avait pas vraiment la thrombose dans la tête bien comme il faut? Honneur aux dames, hein. Vas-y, Bouchra. Vas-y, Bouchra. Ouvre ton micro, ouvre le micro. Ouvrez les micros. Ouvre ton micro, Bouchra, il est fermé. Oui, voilà. Ça y est. Donc, alors est-ce que les stratégies de ventilation et les manœuvres posturales comme le décubitus ventral ont aggravé la thrombose? C'est vrai que d'habitude, ce n'est pas le cas en dehors de la Covid-19. Donc maintenant, avec tout ce que vient de nous expliquer Ismaël, c'est probable. C'est probable, mais effectivement, ils se sont aperçus que ça thrombosait plus, notamment quand dans les circuits d'épuration extra-rénale, quand il y avait besoin, le circuit thrombosait plus, les cathéters aussi. Mais la ventilation en soi, il n'y avait pas de raison que ça thrombose plus, sauf s'il y avait un substratum physiopathologique, comme vient de nous l'expliquer Ismaël. Non, en fait, non, tu as raison. Moi, je pense que ça n'a pas aggravé. Le problème, c'est que la situation requiert bien sûr une oxygénation, mais à elle seule, l'oxygénation n'est certainement pas la réponse à une stabilisation de toutes ces difficultés organiques multiples chez ces patients. Donc, si tu pousses l'oxygène de plus en plus, tu vas donner finalement une expansion de ton alvéole qui est déjà encombré et qui va venir écraser davantage finalement ton vaisseau alvéolaire qui est encombré lui aussi par tout ce magma cellulaire. Effectivement, tu vas créer cette espèce de colle que les anatomopathologistes, lors des autopsies, sortaient
comme ça de caillots, c'était incroyable. Mais c'était des thrombus qui étaient des thrombus qui étaient un peu comme de la, comment dire, de la gélatine. C'était pas le caillot boudin noir classique. Donc, en gros, aujourd'hui, il faut quoi? Il faut certainement, chez certains malades, eh bien, être beaucoup plus hypocoagulant que chez d'autres, certainement, chez certains. Donc, il faut qu'on les détermine. Deuxièmement, il faut aussi être anti-inflammatoire. Donc, je vous dis que les stratégies anti-inflammatoires ont montré leur intérêt en prise en charge de ces malades. Et puis, probablement, lutter contre ce qu'on appelle la réanimation, donc lutter contre la défaillance cardiaque, lutter contre l'hypoperfusion rénale ou cérébrale, etc. Donc, il faut que ça tourne, il faut que ça soit fluide et il faut surtout que ça refroidisse. Voilà. Et donc, c'est une action qui est complexe, multiple, pluridimensionnelle. Et donc, l'héparine à elle seule, même à dose de cheval, ne va pas sauver le malade. C'est l'héparine avec ses collaborateurs et une prise en charge pluridimensionnelle chez des malades très complexes, bien entendu. Mais voilà. Merci. Merci. Est-ce que par les participants, il y a des gens qui veulent prendre la parole? Vous pouvez poser les questions directement, peut-être, Oui, aux intervenants. Je voudrais dire un mot. Oui. Je suis un peu naïf, mais en France, on a quand même 20 000 morts par an de choc septique. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on ne retrouve pas là tout ce qu'il y a dans le choc septique? Alors, vous avez raison. C'est exactement, c'est la même chose. Mais le problème, c'est que le choc septique n'a pas cet orage cytokinique qui est quand même extraordinaire et n'a pas cette réponse de tout l'arsenal vasculaire en matière d'événements procoagulants qu'on a observé dans la Covid-19. C'est-à-dire que c'est choc septique, mais un choc septique particulièrement choquant. C'est super. C'est-à-dire que la défaillance hémato dans COVID-19, elle est plus importante. Absolument. C'est vrai que dans les chocs septiques en défaillance, on va dire, d'organes supplémentaires, souvent on a la CIVD, et qui est un facteur de très mauvais pronostic. Comme tu dis, CIVD, death is coming. Mais donc, dans la COVID-19, c'est encore plus important que ce qu'on pouvait attendre. Absolument. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme une spirale. Donc, voilà, imaginons, si je veux prendre une image, choc septique et COVID-19, ce sont des centrifugeuses. Il y en a une qui tourne plus vite que l'autre, mais c'est toujours la centrifugeuse. Oui, c'est ça. Pardon, le choc septique, ça tue quand même 20 000 personnes par an, à peu près. Donc, on n'est pas loin, on est même au-delà des décès par la COVID-19. Oui, mais… Non, donc Covid-19, là, avec tout ce qu'on a fait, non, si, c'est vrai. Mais là, avec Covid-19, avec tout le confinement, en France, ils ne sont pas tous allés en réa. Il y a eu quand même 30 000 morts, là. Donc là, on a plus de morts avec la Covid-19 que ce qu'on a. Par contre, ce qu'on observe, c'est que dans les chocs septiques en réanimation, en moyenne, la mortalité, elle est d'au moins 50%. C'est-à-dire que plus il y a d'organes défaillants, elle est de 50%. Et là, on a peut-être observé un peu plus quand on était dans les services de réa. Mais est-ce que c'était la pathologie elle-même ou tout le système de soins autour et la disponibilité des soignants? Peut-être il y a une petite composante comme ça, puisque là, les services étaient pleins de malades multidéfaillants. Alors que de base, sur peut-être une unité de 20 lits, il n'y a pas 20 chocs septiques multidéfaillants. Mais bon, non, après, avec le temps, ils ont réadapté les effectifs soignants, enfin, les personnels médicaux et non médicaux, mais ça a pu aggraver la mortalité aussi. Bien sûr. Mais dans le choc septique, ça, ils ont essayé, justement par analogie au choc septique, dans la Covid-19, ils ont essayé de faire les épurations avec les plasmaphéreses, etc., pour essayer comme ça de détoxifier ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Alors que ça marchait mieux dans le choc septique, ça n'a pas marché là. Donc, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est dingue, c'est comme si le patient prenait un coup de napalm, d'accord? Du napalm. Il a de la lave incendiaire qui coule en lui. Et donc, soit il va résister, c'est comme les gens qui résistent à la brûlure, il va résister, bon, il va garder des séquelles, hein, c'est certain, mais il va résister. Donc, on a parlé de la fibrose avec Bouchra la semaine dernière. Donc,
Il y en a qui ne résistent pas. Et donc aujourd'hui, ceux qui, comment dire, ceux qui ont initié la vague de la Covid-19 mourraient davantage que ceux qui sont rentrés tardivement parce qu'on a mieux appris. On a mieux appris à les gérer. On a mieux appris à les, entre guillemets, compenser et sans être trop agressif. Donc, un peu dans un équilibre instable, on a mieux appris à essayer de passer l'orage. Alors qu'avant, on voulait vraiment mettre tout ce qu'on avait sur l'étagère dedans, etc., etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que on va dire, les indices de mortalité se sont plutôt améliorés. Moi, je pense, avec notre expérience et notre compréhension de la physiopathologie particulièrement complexe, qui ne se sont dégradés, en tout cas, ils ne sont pas restés identiques. Mais c'est certain qu'on ne souhaite à personne d'être dans une situation sévère personne. Il y a une question de merci pour les commentaires. Du coup, juste il y a Monsieur Mugisha Guy qui est avec nous. Il pourrait poser sa question seul, mais là il demande. Alors du coup, il dit: y a-t-il une indication à donner de l'aspirine chez les patients avec forme mineure en ambulatoire? Alors, l'aspirine, je dis toujours, l'aspirine n'aspire pas à grand-chose en matière de thromboprophylaxie. Au mieux, ça va réduire de 20 à 25% le risque de thrombose veineuse, de 20 à 25% au mieux la thrombose artérielle. Donc, si vous voulez inhiber la thrombine, qui est l'enzyme incendiaire, à plus de 85%, c'est l'anticoagulant qu'il faut utiliser, héparine. Si un patient a déjà de l'aspirine, parce qu'il est à risque cardiovasculaire, vous lui maintenez son aspirine et vous rajoutez l'héparine de bas poids. Vous n'arrêtez pas l'aspirine. Donc, parce que celui-là, il est à plus haut risque. Donc, l'idée d'avoir les deux, au moins en situation aiguë, c'est beaucoup mieux que de garder que l'aspirine ou de laisser, par exemple, de switcher à l'héparine. D'ailleurs, c'est bon, Guy, la réponse est claire. Et Guy, vous venez d'où alors? Vous êtes dans quel pays tout de suite? Je suis au Burundi. Ah, welcome. Si vous m'aviez répondu la France, j'aurais été déçue. Je me suis dit, ça se trouve, je lui dis ça, il est ici. Et alors moi, justement, et donc, alors pour rebondir sur justement, donc là, c'est si le patient avait déjà l'aspirine, éventuellement, on lui rajoute une HBPM, c'est ça que tu dis, Ismaël? Ouais. Mais même chez un patient, parce que aussi dans la stratégie thérapeutique que tu nous as montré en synthèse sous forme de tableau, donc là tu soulignes bien que ce sont des avis d'experts français, c'est ça que tu voulais dire, hein? C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des données empiriques qui ont été écrites en panique. Oui, voilà, mais ceci dit, oui, c'est vrai que c'est empirique, mais c'est quand même un avis d'expert. Et après, dans la slide qui suit, tu fais la synthèse sur qui est d'accord, pas d'accord, au plan national ou international. Aujourd'hui, il y a 8 essais. Il y a 8 essais en cours pour valider pratiquement 8 schémas stratégiques en prophylaxie chez ces malades. D'accord. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Mais il y a 8 essais. On va attendre ce que donnent ces 8 essais parce qu'encore aujourd'hui, personne n'a la vérité infuse. Ce qui est certain, c'est qu'il faut prophylaxer. Ce qui est sûr, c'est que nous, par exemple, à Tenon, on a ajusté les choses en fonction de l'évolution dynamique des paramètres de l'hémostase. Donc, on a fait un peu le thermostat en serrant les fesses, etc. Donc, sur des critères non seulement d'activité antidissin, mais aussi antithrombine, dédimère, fibrinogène et évolution clinique. C'était vraiment, on faisait l'audit total tous les jours au cours, vraiment. Un peu comme on fait en infectieux, tu vois. Donc, tu vois, est-ce que le malade a toujours de la fièvre, est-ce que finalement, il pisse moins, etc. C'est pareil. Donc, pour répondre donc, à la question de Guy, en ambulatoire, il n'y a pas d'indication à mettre en place une prophylaxie. Sauf si le malade est à risque. Autrement dit, un obèse, même s'il est chez lui et qu'il va être confiné, ah oui, voilà. Ah oui, bien sûr. Il a la fièvre, il a la toux, il a des signes d'invasion. Celui-là, je le prophylaxerai. D'accord. Là, quand il prend l'avion, donc tu lui dis, tu mets tes chaussettes, tu t'hydrates, tu bouges.
Ben là, c'est pareil. Mais Le problème, c'est que le malade à Covid-19, il va se mettre par terre, il ne bougera pas, il sera vraiment complètement anéanti, il va se déshydrater. Et donc, s'il a, c'est l'effet papillon, boum. Donc, lui, même s'il est à la maison, il faut le prophylaxer. D'accord. Et où vous êtes, Guy, Oui. Là où vous êtes, Guy, vous avez les moyens de dépister tout le monde en faisant la PCR SARS-CoV-2? Quand vous avez une suspicion, vous arrivez à les confirmer ou pas? Non, non. Non. Ah oui, c'est ça, vous ne pouvez pas les confirmer. C'est-à-dire que dans l'ambiance là, dans l'ambiance de l'épidémie, s'il est symptomatique, vous supposez que c'est ça, mais il n'y a aucune certitude. Nous, en pratique, chez nous, les patients qu'on a eu à suspecter le SARS-CoV-2, on a tenu compte des aspects radiologiques, la radiographie thoracique standard, et ceux qui ont pu faire le scanner, ça a été un outil diagnostic complémentaire, mais il y a peu de diagnostics par PCR chez nous. Ah d'accord, mais ceci dit, là où vous êtes, il fait très chaud là. Oui, c'est à Bujumbura, il fait chaud. Oui, alors effectivement, normalement, comme il fait chaud, s'ils ont une symptomatologie virale, il n'y a pas de raison que ce soit un autre virus que le SARS-CoV-2 au moment où on se parle. Mais on a eu une recrudescence des images interstitielles bilatérales et les hôpitaux, il y avait plein de patients qui avaient des images interstitielles bilatérales plus fréquentes que d'habitude. D'accord. Donc, ouais, c'est vrai qu'en fonction, oui. Mais quelle est l'évolution des personnes que vous suivez au Burundi? Est-ce qu'il y a une évolution vite fatale ou bien est-ce qu'ils s'en sortent quand même sans grosse réanimation et sans gros traitement, j'allais dire entre guillemets? Je dirais qu'ils s'en sortent en général. Le problème, s'ils parviennent à trouver des services où on dispose des sources d'oxygène, et s'ils peuvent se payer aussi de l'héparine, parce que quand même chez nous c'est cher, ils s'en sortent. Mais les patients qui sont décédés, ce sont des patients qui n'avaient pas de moyens, soit de s'acheter de l'héparine ou qui n'ont pas eu accès aux sources d'oxygène, puisque dans les hôpitaux, c'est pas évident de trouver toujours des sources d'oxygène. Il y a un élément que vous pouvez associer, c'est l'hémogramme. Vous avez possibilité de faire des hémogrammes, des NUM chez ces malades-là. Donc, la lymphopénie, l'éosinopénie, l'anémie, ce sont des marqueurs justement de sévérité évolutive. Donc, si, encore une fois, si vous avez des stigmates pulmonaires avec effectivement une lymphopénie importante, et une éosinopénie importante, ce malade-là, il n'a pas une petite grippe. Hein. Mais le problème des eosinophiles en Afrique, il est fréquent. Hein, je veux dire, non, mais justement, il devrait avoir. Oui, mais là, c'est l'inverse, justement. Parce qu'en Afrique, il est fréquent, donc justement, on devrait se servir. Oui, voilà, je pense. Parce que là, en Afrique, s'ils ont plus de parasitose ou d'habitude de micro-organismes qui vont donner plutôt des hyper-éosinophilies. Oui, comme, parce que là, là, ça va être plus facile à interpréter, comme là, ça va être l'inverse, quoi. Après, juste pour dire, par rapport à l'imagerie, pour répondre à Guy, effectivement, nous aussi, on utilise volontiers l'imagerie. On fait des scanners, mais si déjà sur la radio, vous voyez clairement un syndrome interstitiel, nous, il y a même à un moment des situations, on utilisait préférentiellement la radiologie plutôt que la PCR, parce qu'au début, on avait trop de faux négatifs. Oui. Près de 30%. C'est beaucoup, 30%, hein, c'est énorme. Au début, mais maintenant, on essaie de faire des prélèvements plus profonds. Plus profonds, parce qu'ils sont plus profonds. Voilà. Oui, voilà, vraiment déjà dans l'embryonnage plus postérieur déjà. Et après, quand on dit plus profond, c'est si jamais ils ont craché, quoi. Ce qui est quand même assez surprenant avec cette histoire de poumons d'oxygène, il y a ce qu'on appelle les happy hypoxiques. C'est-à-dire qu'en fait, le type, tu le vois, il est normal, il n'a pas l'air essoufflé, il n'est pas spécialement dyspnéique, et pourtant, il a une désaturation d'oxygène qui est déjà à 80. Ah d'accord. Oui, et on les appelle les happy hypoxiques. Et ça, ce n'est que dans ce truc-là. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que ces gens soient monitorés en saturation, parce que c'est un excellent signe justement de cette invasion virale à tropisme pulmonaire
qui sera beaucoup plus précoce que la détresse respiratoire. Quoi. Bien, ben, je crois qu'on peut peut-être conclure. Merci pour cette très très belle réunion. On va essayer de continuer ces webinaires. La semaine prochaine, on s'intéressera au cerveau, puisqu'on va parler des AVC dans le post-Covid-19 et on va évoquer un travail assez intéressant qui a été fait par l'équipe de Rothschild sur l'AVC. Ça sera présenté par les neurologues interventionnels et ça sera très intéressant. On verra de très très belles images aussi. Et on essaiera de mieux comprendre aussi le tropisme neurologique, mais c'est le tropisme vasculaire, comme tout le monde le sait, de cette pathologie. Donc, on vous donne rendez-vous, si vous le voulez bien, la semaine prochaine, jeudi prochain, avec Covid-19 et AVC. Merci voilà. à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir tout le monde. Bye bye. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. La prochaine fois, on fait 2 heures. Hein. On fait La prochaine fois, on fait 2 heures. Attends, toi, Oui. t'es un addict des webinars, toi. Ça y est, je t'ai repéré. Non, heureusement, j'en ai un autre qui commence. Heureusement, j'en ai un autre. Ouais, voilà, je me suis sûre. Bon, super. À la semaine prochaine alors. Au revoir.